véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules détendues. Également sur Espace TV, vous nous regardez là en direct, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan sur 99. Vous êtes à l'AB 99.7, la fréquence de la radio, il faut le rappeler. La Guinée en route pour renouveler donc son parlement, dont le mandat a expiré voici un peu plus d'un an, il faut le dire. La CENI, l'organe en charge donc des élections dans le pays, annonce pouvoir organiser les prochaines législatives donc à la date du 28 décembre 2019. Toutefois, le chronogramme devant conduire donc à cette échéance électorale à fort enjeu politique et est à la fois contesté de l'intérieur de l'institution électorale mais aussi au sein de la classe politique. Au même moment, l'attention reste focalisée évidemment sur le débat relatif à une nouvelle constitution. À ce propos, des consultations nationales instruites donc par le chef de l'État viennent de se tenir sous l'égide donc du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, mais en l'absence d'une frange importante donc d'acteurs politiques de la société civile réunis donc au sein de FNDC, opposé donc à toute idée de changement constitutionnel susceptible donc d'ouvrir la voie à un mandat de plus pour l'actuel locataire de Sékou Touréa. Les législatives du 28 décembre 2019, est-ce une date tenable et réaliste? Nous posons cette question ce matin. Pourquoi avoir boudé donc les consultations nationales? Comment lui et ses pairs du FNDC comptent-ils arriver donc le projet d'une nouvelle constitution chère au camp présidentiel? Nous essayons de comprendre ce matin avec le président Cellou Dalein Diallo. Notre invité ce matin, Jacques Léouard, nous continuons le débat. Alors, Monsieur le Président, on parlait alors de ces massacres du 28 septembre. Il y a la dernière fois aussi cette sortie du ministre donc Gassama Diaby, qui a émis le souhait justement que le procès se tienne. Mais il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé aussi de la lecture qu'il fait de l'actualité, de sa position, surtout par rapport aux tentatives que nous soupçonnons tous, ou vous soupçonnez beaucoup plus au président de la République de demander un mandat de plus. Comment est-ce que vous avez apprécié ce discours qui a été tenu à travers ce média? Écoutez, j'ai toujours apprécié les prises de position de M. Gassama Diaby. Il fait preuve d'une honnêteté intellectuelle irréprochable, même dans l'exercice de ses fonctions de ministre. Ouais. Il était toujours à nos côtés lorsque nos droits étaient violés. Lorsque nos citoyens étaient assassinés, il était là, dans les morgues, dans les hôpitaux. Et il ne manquait pas d'exprimer sa compassion et de condamner, dans les formes appropriées, ces crimes qui étaient commis contre des citoyens guinéens. Ça ne m'étonne pas qu'il ait démissionné du gouvernement, parce qu'un homme comme ça n'a pas place dans ce gouvernement, malheureusement. Et si cela fait ses prises de position à votre radio, je ne peux que m'en réjouir et le féliciter. Parce qu'il se bat, je pense que nous sommes très proches. Autour des valeurs que nous partageons. Je pense qu'il y a une crise dans ce pays dont on parle peu, c'est la crise de moralité, d'éthique, de déontologie. Et chaque fois, M. Diaby revient sur ça. Parce que si vous avez à la tête du pays des personnalités, des personnes qui n'ont aucun égard pour la parole donnée, qui n'ont aucun égard pour le respect de leur serment, oui. Il y a un problème. Nous sommes piégés, vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple de Guinée est piégé, parce que vous n'avez pas de repère. Le repère, c'est la Constitution, c'est les lois de la République. Un président comme Alpha Condé, qui est professeur de droit ou qui le revendique haut et fort, aurait dû avoir à cœur l'instauration de l'état de droit, le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Mais, vous le constatez, il s'en fout. Il est toujours en train de violer son propre serment, de violer la Constitution. À plusieurs reprises, pourquoi la Haute Cour de justice n'est pas installée jusqu'à présent? Pourquoi les victimes de nos manifestations pacifiques n'ont pas eu droit à la justice? Pourquoi des enquêtes n'ont pas été menées? Malgré tous les engagements pris par le gouvernement à cet égard, malgré toute la bataille interne dont certains ministres ont livré, comme lui, Gassama Diaby, impossible, c'est bloqué. Alors, nous avons un problème. Nous sommes piégés, comme l'a dit tout à l'heure Lamine. Nous sommes piégés parce que nous avons des lois, nous avons des accords politiques qui ne sont conclus que lorsque les lois ne sont pas respectées. C'est pour savoir comment réparer la violation de la loi, que les dialogues ont lieu et en ce moment on se met d'accord qu'à telle date on va organiser ce qui devait être organisé il y a 1 an, 2 ans, parce que comme je l'ai dit, on ne fonctionne pas avec les lois de la République justement. La faute d'Alpha Condé, on fonctionne avec son agenda caché et c'est lui seul qui sait quand est-ce qu'on organise les élections. Alors que le mandat des élus, y compris, sont définis par les lois de la République. Mais on ne les respecte jamais. Les élections législatives, les élections locales et tout cela.
Donc, Gassama Diaby, je pense que c'est un citoyen qui mérite le respect de ses compatriotes par ses prises de position courageuses et honnêtes. Alors, est-ce qu'à sa suite, parce que vous avez parlé de son départ du gouvernement, vous avez dit qu'un ministre, une personnalité publique comme Khalifa Gassama Diaby n'avait plus sa place au sein d'un gouvernement comme celui de M. Alpha Condé. Alors, est-ce que vous pensez qu'à sa suite, il y a encore des ministres au sein de l'attelage gouvernemental qui, de par leur probité morale, de par leur engagement en faveur de la démocratie et des principes d'état de droit, non plus peuvent encore suivre, comment on appelle ça, emboîter le pas à M. Khalifa Gassama Diaby? Est-ce que vous en connaissez dans ce gouvernement qui peuvent s'illustrer de cette façon? Non, mais on les attend. Parce que c'est lorsqu'ils vont être en conflit avec les pratiques de ce gouvernement, leur conscience, les valeurs qui leur sont chères, mais ils doivent prendre les responsabilités. Mais le ministre Sako, qui a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la situation, et je le lui ai dit, a fini vraiment par céder, par démissionner, parce qu'il n'était pas en accord avec sa conscience. Peut-être il y en a, s'il y en a, mais ils ne tarderont pas à se manifester, parce qu'on ne peut pas continuer à accompagner des choses lorsque c'est contraire à ses propres valeurs, c'est contraire à ses propres convictions. Bien. Le président Cellou Dalein Diallo, notre invité ce matin chez les GG Faits divers, on parle de l'agression d'un avocat par un agent de votre garde rapprochée, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Oui, absolument. C'était vraiment un incident malheureux que j'ai déploré, j'ai condamné fermement et j'ai pris des sanctions disciplinaires à l'endroit de l'agent et de son chef direct. Et je me suis rendu chez l'avocat pour présenter mes excuses et dire que ça, ce n'est pas vraiment de l'UFDG. Quelle est la nature de ces sanctions? La nature de il est suspendu jusqu'à nouvel ordre de toute activité au sein de votre garde. Voilà. Le président de la République vient d'un long séjour aux États-Unis, accompagné d'une bonne brochette de ses collaborateurs. On a assisté à une guerre de communication entre FNDC et partisans pour la nouvelle constitution, mais aussi la communication présidentielle et les différentes rencontres que le président a eues. Quelle approche, Monsieur le Président de l'UFDG, avez-vous? Quelle analyse faites-vous de ce voyage qui finalement n'avait que trop duré, selon certains observateurs? Écoutez, vous et moi, on a suivi ça à distance. L'élément nouveau, c'est que M. Alpha Condé a dit, alors qu'il était aux États-Unis, il a invité les gens à se préparer pour le référendum. Pour moi, c'est ça qui était vraiment nouveau. Enfin, l'autre élément positif pour nous, qui sommes opposés à ce changement de constitution, c'était aussi la position officielle prise par le secrétaire d'État américain. Le communiqué qui a sanctionné sa rencontre avec Alpha est un événement majeur. Vous m'avez posé tout à l'heure la question, qu'est-ce que les gens m'ont dit? Je vous ai dit que ce n'est pas à moi de rendre public leur position, c'est qu'ils m'ont dit entre les quatre murs de leur bureau. Mais là, le secrétaire d'État américain a exprimé, il a parlé de corruption. Dans le communiqué aussi court, il y avait 2 fois terme corruption. Il faut lutter contre la corruption. Et puis, il y avait la transition démocratique qu'il souhaitait vivement et que les États-Unis étaient disposés à accompagner la Guinée. À ces conditions, si la Guinée s'engage à lutter contre la corruption, les entreprises américaines ne tarderaient pas à venir parce qu'elles souhaitent travailler dans un environnement sain et que si une transition démocratique était opérée ici par M. Alpha Condé, avec tout ce que ça signifie. Sinon, je trouvais que le délai était long et la boisson était mince. Oui, mais avant la prise de position, désormais, on ne peut plus clair du président de la République, puisqu'on se souvient de sa dernière déclaration devant les compatriotes à New York, lorsqu'il dit de se préparer pour le référendum. Avant cela, la position du FNDC était on attend le jour où il va donner sa position directe. Le jour où il va donner sa position directe, le lendemain, il va voir de quel bois on se chauffe. Alors aujourd'hui, de quel bois vous vous chauffez? D'abord, écoutez, nous étions surpris. Je dois l'avouer, je pense que nous n'étions pas les seuls à être surpris. Vous aussi, sans doute, que M. Alpha Condé des États-Unis donne cette information, alors qu'il a ordonné des consultations nationales. Donc, il était censé attendre les conclusions. Alors nous avions dit que ces consultations ne visaient que à légitimer
une décision déjà prise, celle de s'octroyer un troisième mandat. Alors, ce qu'il a prouvé, il nous a donné raison, ce n'était pas la peine de se prêter à cet exercice puisque sa décision est prise. Et il l'a annoncé au moment où les consultations étaient en cours, mettant ainsi hors jeu son Premier ministre. Bon, ceci dit, la surprise était là. On a dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes en train de nous organiser. Il était question que vous mettiez vos troupes en ordre de guerre lorsqu'il aura de bataille, pas de guerre, mais de bataille, lorsqu'il se prononcerait. Il s'est prononcé, désormais, qu'est-ce qui va être fait? Vous pensez vous allez le voir. Il n'y a plus rien à attendre? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réagir. Nous ne laisserons pas Alpha Condé faire. On ne peut pas accepter qu'il change la constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Alors, le débat est ouvert. Je vous félicite pour votre contribution, d'ailleurs, très responsable à ce débat pour informer les gens. Parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi change-t-on de constitution? Lorsque vous écoutez les promoteurs du troisième mandat, ces ministres, vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. L'autre fois, j'ai écouté un de ces ministres à Paris sur RFI. Et pourquoi on change? Non, on veut modifier le mandat des collectifs, des élus locaux. On veut faire en sorte que la diaspora participe mieux aux activités politiques. Cette promesse, on peut le changer par un amendement à la Constitution, une révision qui est prévue. Mais lorsque vous demandez pourquoi changer la Constitution, lorsque vous regardez notre Constitution, elle est comparable à celle qui est au Mali, au Bénin, enfin au Ghana. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on veut changer? Ils disent mais le problème ici, le déficit aussi d'honnêteté, de moralité, d'éthique et tout ça, fait que bon, les gens n'ont pas besoin, n'ont pas de scrupules. C'est-à-dire que la Constitution peut être révisée dans beaucoup de dispositions. Nous avons ce qu'on a appelé les dispositions intangibles, qu'on ne peut pas réviser. Et pourquoi le législateur a pris cette disposition dans l'élaboration de cette nouvelle Constitution? Parce qu'on veut qu'il y ait une alternance démocratique, qu'on n'attend pas que les présidents meurent pour avoir une alternance, qu'on n'attend pas qu'il y ait un coup d'État pour qu'il y ait alternance. On a estimé que la démocratie vit aussi d'alternance. On a voulu favoriser ça, nous n'étions pas les premiers, pour limiter les mandats à 2 et de ne plus permettre à un président, en fin de mandat, de modifier la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Je sais, vous allez venir doucement. Alors maintenant, c'est devenu illégal de changer cette disposition. Il est devenu illégal. Il faut que le pays progresse. Souvent, et pour moi, il n'y avait pas tous les motifs invoqués par les promoteurs peuvent faire l'objet d'une révision. Quelle est la partie qui ne peut pas être révisée? Mais c'est celle-là qui intéresse Alpha Condé. L'objectif, c'est le troisième mandat. Parce que si on change de constitution, on va dire, ouais, le compteur à 0. Donc, je ne suis plus lié par mes serments antérieurs, ni par les dispositions là. Même si on maintient les dispositions de limitation de mandat. C'était ma question de façon très simple pour vous dire, s'il n'y avait pas ce risque qu'on offre un autre mandat au président de la République, est-ce que vous aurez validé de facto la Constitution? Non, il n'est pas prévu dans cette Constitution d'être changé intégralement. C'est ce que je Tous dis. les amendements, sauf les dispositions intangibles, peuvent être changés. C'est ce que je dis. Une révision est acceptable. Une révision est acceptable. Pas les dispositions intangibles, la forme républicaine de l'État, la laïcité, la pluralité politique et syndicale, le nombre et la durée des mandats. On a dit non, qu'on maintient ça comme ça, que ce ne peut pas faire l'objet d'une révision. Or, il n'y a rien d'autre qui intéresse Alpha que la limitation des mandats. C'est comment sortir, si vous voulez, du piège, entre guillemets, de la limitation des mandats. Alors, la parade qu'ils ont trouvée, c'est de dire, écoutez, changeons de constitution. Alors maintenant qu'il y a une déclaration solennelle et officielle du président de la République, quelle est désormais la stratégie que vous allez mettre en branle pour l'empêcher? Parce que lui, désormais, son intention est claire. Nous allons vers le référendum. Et vous dites niet. Mais dans ce niet, quel est vos paravents? Quelle est la stratégie? Oui, la stratégie, il n'y a pas un autre recours en Guinée. Ici, tout ce qu'on a obtenu, même l'organisation des élections législatives et communales, c'est par la rue. Donc des manifestations prochainement? Oui, très prochainement? Absolument. En parlant des législatives, le président, il a dit qu'il fallait ces législatives au même moment donc que le référendum. Est-ce que déjà... ça, c'est vous qui me l'apprenez. Ah non, quand il a dit, c'est ce qu'il a dit. Aux États-Unis, il a dit, préparez-vous donc
pour pour les les élections législatives et le Pour le référendum. référendum, elle m'a pas dit en même Non, temps. il Ça, c'est n'a vous pas qui dit en le même dites. temps. Ah, ok, il y a Ça, cette c'est différence. sûr, mais Merci peut-être que vous êtes dans ces confidences. pourquoi je Non, si c'est le cas, je considère que les deux seront couplés. Comment une seule journaliste peut être dans les confidences du président de la République? C'est pas possible. Alors ma question, c'était de savoir, est-ce que vous croyez à la tenue des législatives pour le 28 décembre, comme annoncé par le De président de la CENI? de vraies élections libres, transparentes, équitables, respectueuses des dispositions légales, non, c'est impossible. Vous étiez là. Lorsqu'il y a eu la retraite de Kindia, la CENI a essayé d'élaborer un chronogramme non daté des élections. Ouais. Ils ont fait un travail. Tout commissaire confondu, ils ont estimé qu'il fallait 235 jours. À partir du moment où l'État mettrait à leur disposition les moyens. En clair, cette CENI aujourd'hui est téléguidée depuis bien sûr, je vais le démontrer tout à l'heure si tu permets. Allez-y. Alors, Québec sort et nous dit ça ici, dans toute la presse. Il faut 235 jours. Ouais. Il y a des délais opérationnels qui sont incompressibles. On a la pratique d'élection ici et ailleurs. Ouais. Il y a les délais légaux, c'est-à-dire fixés par le code électoral, qui est une loi organique. Ils ont essayé de tout faire pour dire, bon, 235 jours. Bien sûr. Lorsque le président a demandé à son gouvernement d'appuyer la CENI pour qu'elle organise les élections cette année, avant la fin de l'année, ils se sont retrouvés à la CENI, ils ont trouvé que c'est impossible. Ils ont au plus tôt le 2 mars. Tous les commissaires chargés des opérations et tout se retrouvent 2 mars, en respectant les délais légaux et les délais opérationnels. Ouais. Alors, à partir de là, Québec revient, après une consultation en haut lieu, qu'il faut que les élections aient lieu dans les 100 prochains jours. Ouais. C'est techniquement impossible. Parce qu'on ne peut pas, normalement, une institution comme la CENI, violer la loi. S'il y a un consensus, il y a une procédure de dérogation qu'on peut obtenir lorsqu'il y a un consensus sur la place politique. Il a dit non. Par exemple, prenons simplement le délai d'affichage, permettant à tous les électeurs de s'assurer qu'ils ont leur nom. Le législateur a prévu 45 jours, c'est ça qu'il y a. Pardon, 15 jours. Il a dit non, qu'on va faire 5 jours. Il y a les recours pour se faire inscrire. Il y a le recours même à la justice au cas où on n'arrive pas. Tout ça, des délais légaux sont prévus dans les... On ne respecte pas ça. On dit par exemple que l'opérateur dit qu'il livre le logiciel le 1er octobre. Le 18 octobre, pour Québec, c'est terminé. Le logiciel est déjà introduit dans les kits et les kits sont partis. Ça ne ressemble à rien. Il y a tellement de choses absolument absurdes dedans. Aujourd'hui, hier, ils avaient fait les carles. Ils ont fait les tableaux, les carles par circonscription. Ils ont envoyé les commissaires de la CENI pour l'instant. Depuis lors, il y a 4 tableaux de carles qui sont sortis pour chaque service. On change le nombre. Le directeur des opérations fait une liste. Le directeur de la formation, une autre. Le directeur du fichier, une autre. Ainsi de suite. Aujourd'hui, les commissaires à l'intérieur sont bombardés. Non, ça change. On réduit les carles, le nombre de carles dans les fiefs de l'opposition. On augmente les carles dans les fiefs de... C'est un désordre fou qui permettra à la CENI d'octroyer à Alpha le nombre de sièges qu'il veut à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas... Posons-nous la question, madame. Pourquoi cette précipitation? Ces élections auraient dû avoir lieu l'année dernière. Il suffisait simplement qu'on mette à la disposition de la CENI les moyens. On met les moyens seulement le 15 août. L'argent. Et on dit il faut d'ici la fin d'année. On ne peut pas organiser des élections équitables et justes dans ce délai-là. Pourquoi ce désordre? L'Assemblée ne siégera que le 4 avril. Donc on a le temps. La période du 1er octobre au 31 décembre est prévue pour la révision des listes. C'est dans la loi. On ne veut pas le faire. Il faut qu'on fasse la révision en 25 jours. Or, c'est une révision exceptionnelle par son ampleur, puisque les recommandations de la mission d'audit indiquent clairement qu'il faut que les 6 400 000 électeurs reviennent sur le fichier. Parce que vous savez, les résultats de l'audit, je n'en cite que 2. 3 100 000 électeurs n'ont pas fait l'objet de dédoublonnage. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont là-bas 3 ou 4 fois. Parce que pour préparer le coup KO de 2015, ils ont fait sauter le système AFIS qui permet d'identifier les doublons.
Maintenant, l'audit a constaté ça. Oui. 3 100 000 et 1 652 000 électeurs n'ont pas de données biométriques. Donc, vous avez 70% du fichier qui ne sont pas enregistrés régulièrement. La mission d'audit recommande que tous les électeurs viennent s'enregistrer correctement avec installation dans les kits des systèmes permettant d'identifier les doublons pour que, après, on procède au dédoublonnage dans les conditions prévues par la loi et par le cahier de charge. Ils ne veulent pas tout ça. On ne peut pas faire Deux questions, Jacques, s'il te plaît. Deux questions. On a eu dans ce studio même un leader de l'opposition qui a indexé justement le rôle ou bien la responsabilité de l'opposition qui a chaque fois récusé les sociétés dans la gestion du fichier électoral, qui serait peut-être une raison de tous ces fictifs qu'on retrouve aujourd'hui dans la machine. Que répondez-vous? Alors, quel est le lien vous faites entre une revendication de l'opposition qui veut que l'opérateur soit recruté à la suite d'un appel d'offres et suivant un cahier de charge réel et le fait qu'il y ait des doublons au niveau de la CENI, qu'il y ait des... Je vous rapporte la réaction de ce membre de l'opposition qui a expliqué que oui, vous aviez aussi un rôle à jouer parce qu'à chaque fois, c'est l'opposition qui dit on n'est pas d'accord avec telle machine. C'est pas de moi, je vous le rappelle. Non, mais vous savez que la CENI a responsabilité des élections. On a marché ici, protesté contre le recrutement dans des conditions opaques de Wemark. Parce qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Il n'y avait pas eu de cahier de charge. Les amis de Alpha lui ont dit on te recommande cette société, prends-la. Il venait d'être élu, pour lui son pouvoir était limité. Il a imposé à Bakary, la CENI, de recruter Wemark. Il l'a recruté. On a protesté cette manière de faire. Il n'y a pas de transparence. Mais c'est là, à partir de là, de dire que l'opposition est complice, si c'est parce qu'il y a eu cette revendication qu'il y a des doublons ou des trillions dans le fichier, ce n'est pas possible. Alors, Monsieur le Président, malgré tout, vous dites non, mais vous dites oui. Parce que d'une certaine façon, vous participez à tout ce qui est en train d'être fait. Parce que les travaux actuels sont destinés à tenir les élections, au dire de Québec, le 28 décembre 2019. Et vous avez non seulement participé à la mise en place des démembrements de la CENI, et vous êtes en train de participer à la mise en place des CARL. Oui, nous sommes en train de participer à la mise. Pour le moment, la décision de quitter le processus n'est pas prise, mais nous sommes en train de recenser toutes les anomalies. À un moment donné, naturellement, on se retrouvera au niveau de l'opposition politique pour savoir quelle attitude de tenir, parce qu'il s'agit... Pour l'instant, ce n'est pas décidé. Non, nous avons participé, avant même que la date ne se fixée, au 28, on a participé effectivement à la mise en place des démembrements de la CENI. Et nous avons participé pour le moment à l'installation des CARL. Nous n'avons pas pris la décision de boycotter les élections à ce stade. Mais nous sommes en train d'accumuler, de recenser les faiblesses et les anomalies qui sont en train de se multiplier. Et puisqu'il y en a tous les jours, le moment venu, l'opposition politique se retrouvera pour prendre une décision. Mais déjà, il y a un chevauchement grave sur le calendrier qui a été énoncé par Maître Kébé. Vous-même, vous savez que techniquement, ce n'est pas tenable. Alors, quel autre argument supplémentaire avez-vous besoin pour vous prononcer? À date, tout le monde sait que c'est impossible techniquement. C'est impossible techniquement, mais attendez, on va voir que c'est impossible. Kébé même sait que c'est impossible. C'est parce qu'Alpha lui a dicté que les choses, il fallait que ça soit le 28. Kébé même et tous les commissaires qui ont de l'expérience. Sachant que c'est impossible, vous participez à titre d'observateur, à titre de recensement des problématiques, ou vous attendez le moment venu pour dire que nous quittons le processus? Écoutez, ça dépendra de l'évolution, parce qu'eux-mêmes, ils vont se rendre compte que c'est impossible. Ouais. Alors, déjà, il y a eu beaucoup de rapages. C'est quand même un rôle un peu... Permettez-moi d'insister là-dessus. C'est quand même un rôle un peu ambigu que vous avez, vous, les partis politiques de l'opposition. Vous avez un processus, un calendrier énoncé par la CENI. Tout le monde sait déjà qu'il y a eu un chevauchement de plusieurs dates sur ce calendrier-là. Et bien avant, vous étiez d'accord que même le calendrier, s'il commençait à date, selon ce qui a été énoncé par Maître Québec, n'était intenable. En plus de ça, nous avons toutes ces anomalies, mais vous dites quand même que vous participez et vous attendez le moment venu pour quitter. Est-ce que c'est pas un peu un rôle un peu ambigu? Je n'ai même pas dit quitter. Vous avez envie de partir, vous n'avez pas envie de partir? Quel est votre positionnement réel aujourd'hui du processus? Je sais que la réalité va prouver qu'on a raison, qu'on ne peut pas organiser les élections le 28. Si, entre-temps, les gens se rendent compte que, puisque même, je suis convaincu que Kobe même sait que c'est impossible.
on va se rendre compte que c'est impossible. Si c'est le cas, on va modifier la date. Et si on peut reprendre correctement les opérations, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas. Mais à ce stade, nous n'avons pas pris la décision de quitter le processus. Convaincus, même si nous sommes convaincus que c'est impossible de tenir cette date, mais combien de fois on a fixé des dates ici sans qu'elles ne soient tenues? Donc, pour l'heure, vous ne boycottez pas, si je comprends très bien. À ce stade, non. À ce stade, pour l'instant, la décision n'est pas prise. On va essayer de s'intéresser au fichier, à la révision, toujours dans le cadre de ces élections, la question du fichier électoral, la question de l'opérateur technique. Il y a notamment celle liée à l'opérateur technique international. On sait tout ce que c'est Innovatric. Est-ce que vous savez à date dans quelles conditions Innovatric a été sélectionné? Et qu'en est-il du choix de son pendant local? Et la deuxième question, c'est la CENI a décidé de mettre en place une cellule technique d'action et de suivi du processus électoral. Est-ce que vous avez décidé d'y participer? Et qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous comprenez par la mise en place de ce dispositif, de cette cellule? Bon, il y a eu beaucoup d'incohérences. Innovatrix a été recruté à la suite d'un appel d'offres. Selon les informations que j'ai reçues, il répondait aux critères du cahier de charge qui avait été établi. Maintenant, il y a des gens qui soupçonnent une connivence entre Innovatrix et peut-être le président de la CENI qui s'était rencontré plusieurs fois avant le lancement de l'appel d'offres. Je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments pour défendre, pour prouver ça. Mais il y a eu ce genre de rumeurs. Mais sur le plan des dossiers, selon les informations que j'ai reçues de techniciens habitués à ce genre de marché, Innovatrice répondait aux critères du cahier de charge. Est-ce qu'il y a eu connivence avant? Il y a plusieurs formes de connivence qui peuvent avoir lieu dans ce type de marché public. On peut te donner les informations avant, en dehors du cahier de charge, et pour que tu prépares ton offre en conséquence. Bon, mais je ne peux pas dire à ce stade, je n'ai pas d'éléments me permettant de dire qu'il y a eu connivence. Mais le dossier qui a été présenté était correct et qui répondait aux critères du cahier de charge. Alors, maintenant, il y avait la question du recrutement local. D'habitude, c'est l'opérateur international qui sous-traite une partie de ses activités à la société locale, à laquelle donc il confie le travail de révision, le travail de terrain sur la révision. Cette fois-ci, la CENI voulait faire ce travail elle-même au départ. Ils ne sont pas entendus. On a dit, bon, maintenant, on va recruter nous-mêmes. Nous pensions que nous n'étions pas d'accord avec cette procédure de recruter directement par la CENI. Finalement, ils ont accepté que Innovatrix recrute, mais nous voulons que ça soit sous la responsabilité de Innovatrix, qui peut avoir des obligations, enfin, pour maintenir, pour garder sa réputation, qui ne peut pas se livrer à certaines pratiques. Alors que si c'est la CENI qui recrute localement une société ici, elle peut faire du n'importe quoi. Il y a beaucoup de tests. Vous craignez un retour de Sabari Technologies? Non, bon, enfin, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Ce qui est fondamental pour nous et qui peut être la cause de la rupture, c'est la révision du fichier. Si les recommandations de la mission d'audit ne sont pas appliquées, comme on a tendance à le soupçonner, parce que la CENI a élaboré des fiches dont on ne voit pas du tout l'utilité. Ce n'est pas consensuel, ni à la CENI, ni en dehors. Ils disent qu'il faut d'abord identifier tous les électeurs. Ils ont fait 6 400 000 fiches qu'ils vont distribuer. Et ça, pour certains, c'est pour éviter que tous les électeurs ne repassent devant la machine. Or, la machine fait ce travail. La machine, si le logiciel est dans le kit, si vous venez vous enregistrer, et si vos données biométriques sont là-dedans, la machine vous identifie tout de suite. Elle fait le travail. Elle doit dire que vous êtes déjà bien recensé. Elle va maintenir peut-être un seul recensement, pas les deux. Mais si c'est là avec les fiches, je ne sais pas qu'est-ce que Kébé a derrière la tête pour vouloir utiliser des fiches, parce qu'à Conakry, à Kindia plutôt, lors de la retraite de la CENI, ils ont fait, la mouvance a proposé, enfin les gens fidèles proches de la mouvance, ont suggéré qu'on utilise plutôt des fiches que la machine. Les fiches, c'est la magouille. La machine est là. Aujourd'hui, la technique est très développée pour identifier les doublons,
et soit au niveau alphanumérique, mais surtout au niveau biométrique, même sur le visage. Il semble qu'il y a maintenant des techniques plus élaborées qui permettent de savoir si un électeur est déjà dans le fichier ou pas. Nous avons 3 100 000 qui n'ont pas été dédoublonnés. Et donc ça, c'est suspect. On verra qu'est-ce que la CENI va faire. Si elle applique correctement les recommandations de la mission d'audit et que chaque électeur vient pour se faire recenser et pour s'enregistrer correctement, aussi bien au plan alphanumérique qu'au plan biométrique, et qu'on puisse procéder au dédoublonnage, parce que même cette opération de dédoublonnage, il a mis un délai tellement court que c'est impossible. Bien. On va essayer d'évoluer. Un autre volet de notre interview, Monsieur le Président, ce sont les consultations lancées par le Premier ministre. Alors, quelles sont les motivations qui ont soutenu votre refus je parle bien de l'UFDG, de participer? Bien avant, si on peut revenir en arrière, c'est pour savoir un petit peu en ce qui concerne les alliances. On sait que beaucoup de partis, évidemment, s'allient à l'UFDG pour être députés s'il y a des élections. Comment envisagez-vous de ce côté-là, du côté de l'UFDG? Non, nous n'avons pas parlé d'alliance électorale à ce niveau. Parce que, il n'y en aura pas du tout? Non, pourquoi pas il y en aura? Ok. Pourquoi il n'y en aurait pas? Il y en aurait. Vous êtes un homme dessus, de ce côté? De quoi? Avec tous ceux qui sont alliés au parti après, qui sont partis. Est-ce que vous allez enrôler? Oui, justement pour appuyer ta question. Mais écoutez, est-ce que vous allez enrôler des leaders sur votre liste? Sur votre liste. Vous savez, alors, on se rappelle, la seule chose que je déplore, c'est qu'on a tendance à expliquer la transhumance politique qui est courante en Afrique et même partout, au fait que le leader de l'opposition, le chef de file, n'arrive pas à garder les leaders au sein de l'opposition. Mais la transhumance existe partout. On ne peut rien. Il y a l'opposition extrêmement difficile à entretenir un parti, payer. Ici en Afrique, il faut soigner les militants, il faut les aider. C'est une confidence, ça veut dire que les transhumances politiques chez nous sont liées à une question pécuniaire. Lorsque vous n'arrivez pas à payer, ils s'en vont chez le plus payant, c'est ça? Quelle est l'explication que tu peux donner? Je ne sais pas, je suis pas... C'est un changement brutal de conviction. On trouvait qu'Alpha Condé avait une mauvaise gouvernance, qu'il n'était pas un démocrate, qu'il n'organisait pas les élections à bonne date, il n'ouvrirait pas les enquêtes, il violentait l'opposition, il enferme les journalistes, et puis subitement vous vous rendez compte, non, Alpha Condé, c'est le meilleur président, je le rejoins. Non, mais ça vous fait quoi tout ça? Ça vous fait quoi tout ça? Parce que je vois venir un petit peu, je pense à Boubacar Silla, qui était quand même... Je ne pense à personne. Mais non, la transhumance, c'est pas... Vous êtes chez les grandes gueules. On va penser à nous. Il y a quand même des noms... Je pense à tout le monde. Monsieur le Président, il y a quand même... Vous pensez à tout le monde. Il y a quand même des noms qui sont très emblématiques dans... À qui, entre autres? Il y a des gens qui quittent la mouvance pour venir à l'opposition, après qui repartent. Il y en a qui quittent l'opposition pour aller. Mais la tendance, la transhumance, c'est vers le parti au pouvoir, le plus tard. Parce que c'est là-bas, il y a des postes de responsabilité, et il y a beaucoup d'argent, dit-on. Il y a Damaro qui dit... Ou bien si... qui dit que vous ne vous supportez pas, vous et Sidia Touré, que vous vous appelez l'autre là et lui là. Et lui là. Oui, il prend ses vœux pour la réalité. Sidia et moi, on est unis aujourd'hui contre le 3e mandat. En vrai? C'est vrai? En vrai. En vrai? Vrai. En vrai? Vrai. Koto? Oui, c'est sûr. Ça glisse, Koto? Non, c'est sûr. Non, ça glisse, la Koto. mine, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Une révélation. On n'a pas les yeux rivés sur le passé. Aujourd'hui, nous avons un défi commun à relever. C'est la lutte contre le 3e mandat. Allez-y. Vous avez fait abstraction donc du passé parce que vous avez en face un objectif commun ou entre guillemets un ennemi commun donc à combattre. Sur la question des consultations, Roby posait la question. Qu'est-ce qui a expliqué votre refus d'y participer et comment avez-vous pris la décision d'une partie des membres du FNDC? Je parle notamment de Boubacar Sidiki, de Ibrahima Sori, Dr Ibrahima Sori Diallo et d'autres comme Abdoulaye Kourma qui ont pris la responsabilité sur eux malgré votre déclaration du 5 septembre à Kofi Annan de participer à ces consultations. D'ailleurs, aujourd'hui, à la mi-journée, ils vont mettre en place une nouvelle plateforme appelée Collectif des acteurs de la République. Comment vous avez réagi à cette décision? D'abord, les motifs de votre refus. Les motifs pour lesquels nous n'avons pas cru devoir répondre à l'invitation du Premier ministre d'aller ouvrir un dialogue, parce que l'essentiel du dialogue... Mais il a dit que ce n'est pas un dialogue. Enfin, de participer aux consultations. Alors,
Voilà, c'est parce que d'abord notre position sur la question était connue au FNDC. On a créé le front contre ça. Donc notre position est connue et nous étions certes convaincus que ces consultations, c'était juste pour légitimer la décision déjà prise de changer de constitution. Et M. Alpha Condé l'a prouvé d'ailleurs, puisqu'il n'a pas attendu la fin des consultations pour annoncer aux Guinéens qu'il ira au référendum. Donc, nous n'avons pas jugé utile d'être là pour légitimer cette décision, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la preuve, tous ceux qui sont partis, lorsqu'ils sortent, ils te parlent de la Constitution. Donc, voilà le motif pour lequel notre position était connue. Il n'y a pas, c'est illégal, c'est inopportun, c'est pas utile actuellement de changer de Constitution. Nous n'avons pas vu, j'ai posé la question, pourquoi veut-on changer de Constitution? Je n'ai pas eu de réponse. Si vous en avez, il faut nous aider auprès des promoteurs de ce changement, de nous aider à donner un exposé des motifs. Il n'y en a pas qui ne puissent pas être satisfaits par une révision de la Constitution. Donc, il y a ça. Maintenant, il y en a qui sont partis. Ils ont estimé qu'ils pouvaient aller exprimer leur point de vue. Je ne sais pas encore qu'est-ce que le point de vue qu'ils ont exprimé. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont allés répondre, nous, à FNDC. Beaucoup d'entre eux étaient là lorsqu'on a pris la décision de ne pas répondre. Ils ont changé de position. Certains n'avaient pas de lettres. Ils sont allés négocier pour avoir des lettres. Enfin. Et quel est leur sort? Quel est leur sort désormais? Non, on n'a pas. Quel est leur sort? Non, c'est eux qui déterminent leur sort. Mais on n'a pas d'exclusion. On n'a pas statué. On n'a pas statué au niveau du FNDC quel est le sort qu'il faut leur réserver. Nous allons nous retrouver. Ce n'est pas l'urgent. L'urgent, c'est de préparer naturellement les manifestations, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Vous ne pensez pas qu'ils peuvent créer exactement une autre plateforme. Ça veut dire que... Oui, mais par rapport à la plateforme, vous savez, il y a eu le FAD. Le FAD, c'est la route. C'était la route parce que tous ceux qui étaient dans le FAD sont finalement de l'autre côté. On a quitté l'opposition. C'était peut-être difficile de faire un virement de 180 degrés. On est allé à une étape pour critiquer le fonctionnement de l'opposition. Et puis finalement, un à un, tout le monde est parti à la mouvance. Bon, on attend de voir s'ils vont créer une plateforme, si c'est resté au centre, si c'est resté dans l'opposition ou c'est rejoindre la mouvance. On verra les prises de position. Justement, est-ce que ça ne relance pas le débat sur cette facilité au niveau de l'opposition, cette main tendue au niveau des hommes qui quittent la mouvance? Dès qu'ils quittent la mouvance, c'est comme si on faisait un trait sur leur passé et on dit qu'ils sont les bienvenus à l'opposition. Et ça, c'est en prenant le risque qu'ils puissent retourner parce que c'est quand même des hommes qui ont prouvé de par le passé qu'ils ne sont pas... Vous pensez à qui? Non, je pose la question. Oui, ils viennent facilement, ils sont bien accueillis et ils deviennent tout blancs quand ils quittent. Mais si c'est pour rejoindre l'opposition, ça va. Non, écoutez, lorsque quelqu'un dit qu'il a rompu avec Alpha Condé, qu'il accepte que la gouvernance est mauvaise et qu'il contribue à mettre en évidence les faiblesses de la gouvernance, nous disons, bon, vous êtes de l'opposition. Vous venez, même si vous n'avez pas présenté des excuses, bon, ça aussi c'est arrivé. Mais non, on dit, bon, vous êtes dans le combat. Nous sommes en train de combattre les mauvaises pratiques du gouvernement, les violations de la loi, la fraude électorale. Et vous vous joignez à nous pour combattre ces fléaux-là, mais nous disons que vous êtes dans l'opposition pour le moment. Vous aviez demandé parallèlement aux consultations qui se tenaient donc à la primature, vous et Sidia Touré, au ministre de l'administration du territoire, d'ouvrir de mettre en place le comité, remettre en place le comité de suivi du dialogue. Cette demande a été refusée. Comment est-ce que bon, subtilement, on vous a plutôt conseillé d'aller aux consultations nationales. Comment est-ce que vous avez réagi? Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous tenez toujours à ce que ce comité-là reprenne ses activités? Écoutez, il faut d'abord savoir que le comité de suivi a été mis en place en 2016 à l'issue du dialogue politique qui a été sanctionné par l'accord politique de 2016 qui prévoyait l'organisation des élections législatives et l'organisation des élections communales. Et il est dit que ce comité de suivi restait en place jusqu'à la fin des élections législatives. Et qu'il devait examiner tous les malentendus, toutes les divergences qui naîtraient de l'organisation des élections. Et après les élections locales, monsieur le ministre de l'administration du territoire qui préside ce comité a décidé de ne plus convoquer des sessions. Parce que ce qu'ils étaient en train de commettre comme crime, comme
délit au niveau électoral, lors des élections locales, ils ne pouvaient plus le justifier. Ils ne peuvent plus justifier la non-mise en place des conseils de quartier, des conseils de régionaux. Ils ne pouvaient plus justifier le non-respect de l'accord politique qu'on avait négocié et qu'ils ont refusé d'appliquer. Donc, ils ont installé les PA, ils ont interdit les manifestations, ils ont fermé, sans le dire, le comité de suivi. Donc, tout espace de dialogue a disparu. Or, le comité de suivi est mis en place jusqu'à la fin des élections. Nous avons demandé qu'une session soit convoquée pour que nous puissions exprimer peut-être nos griefs par rapport au chronogramme et par rapport au processus électoral. Ils ont dit non, le dialogue maintenant, c'est au niveau de la primature. Non, c'est vrai que le ministre des Affaires, le Premier ministre est chargé de la promotion du dialogue politique et social. Ouais. C'est évident. Mais la mise en œuvre, ce n'est pas avec lui qu'on dialogue. Sur ces questions, il y avait une structure qui était mise en place pour discuter des détails de l'application des recommandations de l'audit, par exemple, parce que c'est au comité de suivi que l'audit a été commandé et les partenaires qui siègent au comité de suivi ont accepté de financer l'opération et de mettre à disposition de la Guinée les experts. Donc, ceci dit, c'est là aussi... La question de la cellule technique. Ouais. Je vous renvoie toujours à cette question. Beaucoup pensent, dans l'opinion des observateurs, pensent que la demande de réouverture du comité de suivi n'a plus son sens à partir du moment où la CENI a installé une cellule technique qui regroupe vous, partie de toutes les mouvances, mais aussi les partenaires impliqués dans le processus. La cellule mise en place par la CENI ne reflète pas la parité qui a présidé à la mise en place de la CENI. Si vous regardez, on a affecté beaucoup de fonctionnaires à ce type. Alors que la CENI, il y a un représentant de l'administration sur 17. Il y a 7 représentants de la mouvance, 7 représentants de l'opposition. Plus maintenant, la société civile 2. Alors, toute structure qui devait être créée dans le cadre du processus électoral pour aider, appuyer la CENI devait respecter ce principe de parité. Oui. Maintenant, on a mis beaucoup plus de 7 fonctionnaires, ministère de l'administration du territoire 2, ministère de la justice, ministère de l'opposition 1, mouvance 1. C'est là, en mettant la CENI, non seulement pour diriger la commission, le vice-président représentant de la mouvance à la CENI, deuxième, vice-président, le représentant du MATD, en excluant de l'exécutif de cette liste complètement l'opposition. Or, la parité qui a présidé à la mise en place de la CENI a été aussi utilisée pour la mise en place même de l'exécutif de la CENI. Il y a le président de la société civile et 2 vice-présidents, un issu de l'opposition, un issu de choses. Donc, tout cela procède du souci de M. Kobé d'obéir aveuglement aux instructions de M. Alpha Condé pour favoriser la mouvance. Parce que l'opposition est de façon minoritaire, puisque les fonctionnaires, vous savez, ici nous sommes dans un parti-État, qu'on le dise ou pas, tout ceci représente la mouvance. Et c'est un déséquilibre qu'on n'a pas manqué de dénoncer. Voilà, on a que 10 minutes, les gars. Oui, alors certaines organisations, et non des moindres, se sont déjà mis à plat ventre suite à l'ouverture de ces consultations et à la célèbre déclaration de New York. Je veux parler de certaines organisations de la société civile, des syndicats et des patrons qui ont déjà exprimé sans confusion leur soutien à la nouvelle constitution. Est-ce que ça réduit un peu votre marge de manœuvre au sein du FNDC? Non, tant que l'espace ne se met pas à plat ventre, on a de l'espoir. Les grandes gueules. Donc, mais, bon, écoutez, vous savez, tout ça, malheureusement, Gassama Diaby l'a dit, il n'y a pas de conviction. Ouais. C'est souvent par l'argent, l'opportunisme, la recherche des faveurs du pouvoir qui ont présidé à ces prises de position. Et c'est ça le déficit grave dans notre pays. Ouais. Ce déficit de moralité, de probité, d'éthique. On a le déficit énorme d'infrastructures, le déficit macroéconomique dont on parle. Mais la refondation de l'État passera par vraiment la restauration de ces valeurs essentielles qui font la grandeur des pays, des grandeurs de civilisation, l'honnêteté intellectuelle, le courage, l'éthique. Mais ici, tu peux tout obtenir avec l'argent, malheureusement, ou avec des promesses souvent fallacieuses, hélas. Et là, moi, je dis, tant que Espace et d'autres médias, d'autres citoyens restent à l'abri de ces choses-là, refusent de se mettre à plat ventre, l'espoir est permis. Alors, il y a Baouri qui est aujourd'hui à la tête d'une formation politique. Est-ce que, au sein de l'UFDG, vous ne regrettez pas...
L'UDD, oui. Est-ce qu'au sein de l'UFDG, vous regrettez par moment d'avoir refusé d'accueillir Bahouri, d'ouvrir les portes à Bahouri? Écoutez, ça c'est un problème du passé. Vous connaissez le conflit, il est né lorsqu'il y a eu un partenariat qui a été noué entre Alpha et lui, alors que nous étions dans l'opposition. Aujourd'hui, on n'en parle pas, nous ne revenons pas sur ça. Nous avions tourné la page Bahouri dès qu'il a décidé de travailler avec Alpha étroitement. Ce n'était pas un secret pour personne, vous le savez. Et puis donc, les décisions... Attendez, pourquoi Bahouri, c'est si catégorique? Les décisions ont été prises. Et puis, lui aussi, il a accepté de tourner la page UFDG. Il a trouvé un parti. Ce problème est clos. Ce n'est pas la peine d'ouvrir un débat. Là, non, la première vous êtes manifestation... indulgent vis-à-vis des autres, mais quand c'est Bahouri, c'est catégorique. C'est la question, en fait. Non, c'est catégorique parce que Bahouri était dans le parti. Il avait trahi le parti pour aller travailler avec Alpha Condé. Le pardon. Oui. Allez-y. La première manifestation, il se susurre que la première manifestation du FNDC pourrait être à partir du 7 octobre. Confirmez-nous cette information. Et vous avez dit, Alpha Condé n'entend qu'un seul langage, celui de la rue. Et comment vous allez mettre à nouveau dans la rue vos militants, vos soutiens, pour faire barrage à ce projet de nouvelle constitution, dans un contexte où il y a des PA, notamment sur l'axe. Le gouvernement avait promis d'étendre la mesure sur d'autres parties de Conakry. Cela n'est pas intervenu. Même à l'intérieur du pays, j'ai entendu. Vous allez faire face, vous allez faire face aux PA installés le long de l'axe. Parce que d'abord, je voulais qu'on essaie de débattre, parce qu'il faut aider nos auditeurs. Pourquoi les PA? Pourquoi l'interdiction de manifester? Parce que ça, c'est une violation grave de la Constitution. Mais aujourd'hui, Alpha Condé peut tout se permettre. Les PA sont à Ratoma, nous le savons. Ils sont peut-être ailleurs. Mais les Guinéens sont déterminés, l'UFDG est déterminé, l'opposition est déterminée. On mènera notre combat, croyez-nous. Je ne peux pas vous confirmer une date, il appartiendra au FNDC de confirmer. Et pour l'instant, je n'ai pas le mandat ni de confirmer une date, ni d'infirmer une date. Mais soyez sûrs que les PA ne nous empêcheront pas d'exercer. La semaine dernière, et je pense, et j'espère, même pas peur. que les PA, c'est des militaires, c'est des fils de ce pays. Il faut qu'ils prennent conscience aussi de leurs responsabilités. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, les priorités devaient être ailleurs, pas au niveau de débat sur la cause. Regardez l'état de nos infrastructures, l'état de nos villes, le système éducatif, la santé, les conditions de vie des populations. Voilà des choses qui mériteraient d'être débattues. Aujourd'hui, nouvelle constitution, pourquoi? Juste pour donner à Alpha Condé la possibilité de s'éterniser au pouvoir. Ça va faire l'objet d'un autre débat. Pour l'instant, nous avons envie d'avoir votre avis sur la dernière sortie médiatique du ministre de la Sécurité, puisque vous parlez de manifestations. Lui, il dit se préparer à réprimer désormais. Oui, vous savez, à la veille du 28 septembre 2009, c'est le même discours qu'on entendait. Peut-être qu'il prépare la même chose. Parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est le même discours qu'on entendait. C'est grave ce que vous dites. Non, attendez, je ne sais pas. C'est le même discours qu'on entendait de la part des extrémistes le 25-26 septembre 2009. C'est le même discours de menace. Ils ont mis à exécution. J'espère que ce n'est pas son intention. Parce que les Guinéens vont exercer leur droit constitutionnel de manifester pour marquer leur opposition à cette présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'extroyer. Bien. Koto Selou est notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il est là avec nous, évidemment, fait de la télévision en même temps, donc c'est assez complexe. Oui ou non, vous êtes un habitué évidemment de cette émission. À la fin, vous aurez à vous adresser évidemment au peuple de Guinée. Oui ou non, Jacques Léo-Alénon? Oui ou non, Monsieur Diallo, si le 28 décembre 2019 est maintenu pour les élections législatives, vous irez? Oui ou non, Koto? Ce n'est pas possible de... Oui ou non, Koto? C'est simple. Oui ou non? C'est le parti qui décidera. Je ne peux pas décider ici. Allez-y. Alors, oui ou non, le FNDC, c'est en réalité l'UFDG? Non. Ruby. Oui ou non, les partis politiques au sein du FNDC qui ont décidé d'aller visiter le Premier ministre seront exclus?
Ce n'est pas moi de décider. Oui ou non, avec le recul, vous regrettez de ne pas avoir participé aux consultations nationales? Non. Oui ou non, quand vous regrettez vos propos sur France 24, quand on vous a posé la question à savoir pourquoi vous avez été là à la modification de la Constitution au temps de Comté, vous regrettez ces propos? Non. Vous ne regrettez pas? Non. Vous avez dit que c'était un bon président. Et qu'il méritait un 3e mandat. Ouais. Non, non, il ne faut pas sortir la phrase de contexte. Qu'est-ce que vous avez dit justement? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis ça, c'est le passé. Nous sommes là. Les législateurs de 2010 a fait une constitution en tirant les leçons de tout ça, les erreurs et les fautes. Et vous regrettez ces propos? Non. Oui, Koto. Non. Ok. Oui ou non? Mais vous regrettez au moins vos choix de l'époque? Pardon? Vous regrettez vos choix de l'époque? Non. Oui ou non, la question de la clé de répartition donc du quota alloué à l'opposition dans le cadre de la mise en place des démembrements, oui ou non, cette question a été mal gérée? Non. Bien. Allez-y, ma frère. Oui ou non, si c'était à refaire, vous auriez retourné les 2 milliards au compte des indemnisations après le 28 septembre? Non, je les ai bien utilisés au profit des victimes. Voilà. Et là, c'est Cellou Dalein Diallo, le président. Cellou, notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Une personnalité politique guinéenne. Voilà, on vous propose évidemment des personnalités. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Allez-y, Jacques Lewalino. Je vais commencer par Alpha Ibrahima Keïra. Bon, il menace le FNDC. Comme je l'ai dit, c'est les discours qu'on entendait à la veille du 28 septembre 2009. J'espère que ce ne sera pas les mêmes pratiques. Abdul Kabele Kamara. Abdul Kabele Kamara, c'est un grand frère qui a pris ses responsabilités, a décidé de quitter la mouvance pour rejoindre l'opposition. C'est des gens à encourager qui privilégient leurs convictions aux honneurs et par rapport aux honneurs et aux intérêts du pouvoir. Malgré qu'il se murmure que la position devient de plus en plus versatile. Pour échanger. Oui, je ne suis pas au courant. D'accord. Si c'est le cas, on est habitué. Tibou Kamara. Tibou, c'est un ami de longue date. Pas plus. Un plus? Oui, il est là. Sa position actuelle, je ne connais pas sa position actuelle, il mais se murmure c'est un aussi qu'il garçon serait qui est... l'intelligence des deux discours, celui du président de la République et du Premier ministre, qui a appelé à la consultation. Jeu de photo, Roby. Ouais, je vois. Je ne sais pas quel est son rôle ou sa position actuelle. Djangel. Djangel, c'est un petit frère, un militant de l'UFDG, un responsable de l'UFDG, qui malheureusement est victime d'injustice et forcé à l'exil. Kassouri Fofana Kassouri Fofana est un ami. Fut? Oui, il fut un ami. Il n'est plus aujourd'hui? Non, il y a... Vous savez, la politique, c'est le cimetière des amitiés. Ah bon? Ça veut tout dire. Sidi Touré. Sidi Touré, c'est un allié aujourd'hui fortement engagé avec moi dans la défense de notre Constitution. C'est un pilier important du FNDC. Malik Sanko. Malik Sanko, je l'ai connu sous le régime de Comté. On a eu des relations très étroites. Nos chemins ont divergé depuis fort longtemps. Aboubacar Silla. Aboubacar Silla, c'est quelqu'un qui a été très actif dans l'opposition, qui a été le porte-parole de l'opposition pendant de longues années, qui a décidé de rejoindre la mouvance. Martine Condé. Je ne connais pas. Ah, la présidente de la HAC. Je n'ai pas eu de contact avec elle de relation. Damani Doré. Oui, Damani Doré, j'entends beaucoup parler d'elle. Voilà, c'est une dame intelligente. C'est tout? Sia Kabari. L'ancien ministre de la Culture. Oui. Je crois qu'il est membre du FNDC. Je l'ai vu la dernière fois. Il semblait motivé dans la lutte pour la défense de la Constitution. Quand vous avez évidemment cette caméra, demain vous êtes président de la République de Guinée. Et là, c'est Cellou Dalein Diallo, président de la République de Guinée. Votre message à la nation, maintenant. Le 28 septembre 1958, les Guinéens s'étaient rassemblés et ont décidé de relever un défi majeur en votant et en faisant voter massivement pour l'indépendance de la Guinée. C'est un acte historique, mémorable. Aujourd'hui, notre démocratie est menacée.
notre espoir de bâtir un état de droit est menacé. Je voudrais lancer un appel à tous les leaders d'opinion, au peuple de Guinée, pour se mobiliser, pour barrer la route au projet de troisième mandat ou de changement de constitution. Les élections législatives organisées dans ces conditions-là, le référendum, le changement de constitution, tout ça ne vise qu'un seul objectif, celui du troisième mandat. Il faut qu'on se mobilise fortement et qu'on refuse, qu'on défende la démocratie, qu'on défende l'état de droit, qu'on défende le respect des droits humains, ses valeurs, et que cela se fasse dans les meilleurs délais. Le FNDC ne manquera pas de lancer un mot d'ordre de mobilisation des citoyens, que sur l'ensemble du territoire national, que les Guinéens se rassemblent autour de cette valeur essentielle qu'est la démocratie, que cette valeur essentielle qu'est l'état de droit, pour qu'ensemble nous barrions la route. C'est possible. Seul le peuple a la force. Les agents de force de l'ordre, il ne faut pas les craindre. Je sais qu'ils ne manqueront pas de s'inspirer de l'exemple de l'Algérie. Ils se mettront d'un autre côté, ils encadreront notre lutte parce qu'ils savent qu'on se bat pour la Guinée, pour ses enfants, pour l'actuelle génération, pour les générations futures. Il faut que le pays soit une démocratie. Il faut que notre pays se développe et qu'on puisse sortir les gens de la misère, pour qu'on améliore nos infrastructures, qu'on crée de l'emploi pour la jeunesse. Il faut une autre politique pour la Guinée, pour qu'on arrête cette corruption, qu'on arrête cet enrichissement, cette course à l'enrichissement, et que la démocratie, l'état de droit, la protection des droits humains soient assurés dans notre pays. Merci beaucoup, Kotoselo, d'être passé. Peut-être vous aurez aimé répondre à une question qu'on n'a pas posée dans l'émission. Une question que vous allez vous poser vous-même et que... Alors, je ne sais pas, c'est madame qui a dit tout à l'heure qu'on réduit, que les gens disent que le FNDC, c'est le FDG. Où mettez-vous Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Payami Limono, Kabele, Elhadj Mohamed Silla, Dr Ousmane Kaba, tous ces leaders politiques. Si vous regardez aujourd'hui, la Guinée sait ce qu'il pèse au sein de l'opinion, la crédibilité dont ils jouissent, le poids électoral, les capacités de mobilisation. Vous allez dire que le FNDC, quand même, est une force redoutable. Et je pense que ce n'est pas l'UFDG, c'est pratiquement toute la Guinée. Vous écoutez les leaders d'opinion, comme il a dit Chekouna, vous écoutez les imams. Aujourd'hui, cette affaire de troisième mandat mobilise, au-delà des partis politiques, mobilise les citoyens. Lorsque vous écoutez des journalistes de l'espace en train de poser des questions pertinentes aux promoteurs du troisième mandat, de les coincer même, pas avec le VFOPA, mais vous sentez que cette affaire de troisième mandat concerne toute la Guinée. Voilà. Merci beaucoup, Koto, d'être passé chez les Grandes Gueules. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est Antoine Kourouma que vous retrouvez évidemment avec son émission Club de l'actu en mode rediffusion. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation ici à Conakry, à Kemo Mansaré, côté régie, à la télé, c'est bien sûr Nalaï Sidibé, assisté de Lamine Sidibé et de l'homme de nuit. Prenez soin de vous. Allez, à demain.